rendu une décision ce vendredi. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est jugé apte à participer à son procès pour crime contre l'humanité. La présidentielle s'ouvre demain dimanche au Burkina Faso. Les jeunes, en pointe dans l'insurrection d'octobre 2014, ne veulent pas se laisser voler leur lutte. Enfin, au Mali, les portraits et noms des deux suspects liés à l'attaque meurtrière du 20 novembre contre le Radisson Blu de Bamako ont été diffusés ce vendredi. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est jugé physiquement et mentalement apte à participer à son procès pour crime contre l'humanité qui doit s'ouvrir le 28 janvier. C'est ce qu'ont décidé vendredi les juges de la Cour pénale internationale. La CPI avait reporté à fin janvier l'ouverture du procès de l'ancien président prévu le 10 novembre afin que les juges aient le temps d'examiner les rapports sur la santé de l'ex-président ivoirien. La défense, citée dans la décision, avait argué que Laurent Gbagbo n'est pas en mesure de participer à son procès car l'ancien président est malade, fatigué et fragile et que ses pathologies n'ont pas disparu. La CPI a toutefois demandé au greffe de s'assurer que les installations nécessaires soient mises en place pour donner la possibilité à Laurent Gbagbo de se reposer entre les séances lors de son procès. Rappelons que les violences post-électorales de 2010 ont fait plus de 3000 morts en 5 mois. Direction le Niger. À quelques mois de la COP21, le réchauffement climatique frappe très durement le pays. Montée des températures, sécheresse, inondations et crise alimentaire. Voilà ce à quoi font face les populations de Gadabéji dans le centre du pays. Reportage. Depuis 3 décennies, experts et autorités du Niger s'inquiètent des brusques montées de température alors même que le désert a déjà colonisé les 3/4 du pays. En conséquence, le Niger se trouve confronté à un problème crucial d'alimentation en eau, les forts taux d'évaporation, asséchant puits et cours d'eau. Aussi, la population contribue à la désertification en coupant les arbres, essentiellement pour la cuisine, faute d'électrification. En faisant abstraction de la vitesse de régénération du couvert végétal, à une estimation de 160 ans de disponibilité forestière au Niger. Je pense que le suivi de la consommation de bois par les services compétents du ministère de l'Énergie ont continué à confirmer cette tendance. À l'échelle d'une génération, 30 ans, 35 ans, on voit des espèces végétales qui sont en train de disparaître autour de nous. Cela signifie que l'impact de la montée des températures sur la Terre nous atteint et que nous devons forcément réagir. Plus dramatique, le pays ne peut plus nourrir sa population. D'abord, le couvert végétal aussi ne fait que régresser. Donc, sur le plan de la faune également, vous avez beaucoup d'espèces qui disparaissent, depuis les plus petits insectes jusqu'aux animaux. La tendance, c'est qu'il y a une baisse des productions agricoles. Une baisse des productions agricoles quand on sait que les populations, elles, ne font que croître. Le taux d'accroissement de notre population est de l'ordre de 3,3%. Souvent même certains documents donnent 3,9%. Alors que la production agricole, elle, ne croît d'année en année que de l'ordre de 2 à 2,5%. À moins d'une semaine de la COP21, le phénomène du réchauffement climatique se ressent d'autant plus que le Niger, pays sahélien et enclavé de quelques 18 millions d'habitants, est classé 187e et dernier de l'indice de développement humain de l'ONU. Après le Kenya, le pape François est arrivé ce vendredi après-midi en Ouganda, deuxième étape de sa tournée africaine. L'appareil transportant le souverain pontife a atterri peu après 14h GMT sur l'aéroport d'Entebbe, à une quarantaine de kilomètres de Kampala, au son des percussions. Le souverain pontife a été accueilli à sa descente d'avion par le président Yoweri Museveni et son épouse, en présence de plusieurs dignitaires politiques et religieux du pays, un pays où il séjournera jusqu'à dimanche avant de s'envoler pour Bangui, capitale de la Centrafrique. Ce sera la dernière étape et la plus risquée de cette première tournée en Afrique de son pontificat.
Je l'annonçais en titre, la présidentielle s'ouvre demain au Burkina Faso et doit mettre un terme à la transition dans le pays. Les jeunes, en pointe dans l'insurrection d'octobre 2014, assurent rester vigilants et ne veulent pas se laisser voler leur lutte lors de ce scrutin. Ils ont été particulièrement actifs dans la mobilisation qui a mis en échec le putsch du 17 septembre, que ce soit à titre individuel ou au sein d'organisations de la société civile comme le Balai citoyen, Cadre, M21 et CAR. Les jeunes de moins de 30 ans, qui constituent les 2/3 de la population du Burkina Faso et qui n'ont connu que le pouvoir de Blaise Compaoré depuis leur naissance, sont à plus d'un titre concernés par ces élections. Dans toute l'Afrique, ils sont cités en exemple pour leur lutte qui a inspiré des mouvements démocratiques. Du dimanche 29 novembre, c'est l'une des élections les plus intéressantes même d'ailleurs, parce que c'est la première fois que nous allons à des élections où on ne sait même pas c'est quel parti politique qui va gagner. La lutte n'est pas encore finie, il faut encore remobiliser et redoubler d'ardeur et de vigilance pour ne pas se faire berner par le même et retomber dans le même système vieux de 27 ans. Voilà pourquoi nous appelons effectivement la jeunesse à se tenir prêt. Dans les jours à venir, au niveau du cadre, en tout cas, nous pensons encore remobiliser notre jeunesse et faire front pour effectivement les aspirations de notre jeunesse et les acquis de notre peuple ne soient pas effectivement remis dans un système plutocratique et dans un système mafieux qui nous a dirigés pendant 27 ans. Nous, on veut un président, un bon président qui va nous comprendre. Voilà, on ne veut pas comme les autres là, pour avant là, ça c'est fini. Le Balai citoyen, une des organisations emblématiques de la Révolution, a fait circuler des caravanes pendant la campagne. Le but était de convaincre les populations de voter pour un projet de société et non parce qu'on a obtenu un pain, un sac de riz, un cadeau. Le Balai citoyen incite aussi les Burkinabés à assister au dépouillement avec le slogan « Je vote et je reste ». Au Mali, les portraits et noms des 2 suspects de l'attaque contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako ont été diffusés ce vendredi. Les 2 hommes qui ont été appréhendés jeudi par les forces spéciales maliennes sont identifiés comme Adama Maïga et Seydou Diepkile. Ils sont tous les 2 noirs, l'un semble de forte constitution, l'autre paraît plus fin. Aucun détail supplémentaire n'a été obtenu sur leur âge, activité et nationalité. Leur audition devrait permettre d'apporter plus d'éclairage sur les motivations des auteurs de l'attentat du 20 novembre. En Tanzanie, des fonctionnaires se sont retrouvés derrière les barreaux pour s'être présentés en retard à une réunion. La sanction est inscrite au registre des réformes annoncées par le nouveau président John Pombe Magufuli à sa prise de fonction. Plus de précisions à travers ce reportage. Une campagne sans exclusive de changement de mentalité, d'austérité et de lutte contre la corruption assortie d'effets immédiats. Le mot d'ordre lancé par John Magufuli, le nouveau président tanzanien, à sa prise de fonction, n'a pas tardé à prendre corps. 6 fonctionnaires viennent d'en faire les frais. Pour avoir accusé 3 heures de retard pour une réunion convoquée par leur supérieur hiérarchique, ils ont été contraints à passer 6 heures en détention sur ordre du préfet de district. Élu le 25 octobre, John Magufuli a ordonné aux responsables publics de résoudre une série de problèmes, notamment des milliers de litiges fonciers, souvent rendus inextricables par des fonctionnaires qualifiés de très corrompus. Dans son récent discours de politique générale devant le Parlement, le président a affiché sa ferme volonté de mettre fin aux vices qui freinent la nation et l'empêchent de sortir des millions de citoyens d'une abjecte pauvreté. Parmi ces vices, il a énuméré ce qu'il qualifie de méga-corruption, le détournement de fonds au sein du gouvernement, la mauvaise gestion et le gâchis de ressources publiques et de richesses naturelles. Ces derniers jours, John Magufuli a annoncé l'annulation des festivités annuelles de l'indépendance, d'habitude célébrées en grande pompe en décembre. Il est simplement honteux, a-t-il expliqué, de dépenser tant d'argent pour célébrer 54 ans d'indépendance quand le peuple meurt de choléra. L'argent des festivités, conclut-il, devrait plutôt être consacré à la mise en œuvre de services sociaux. L'épidémie de choléra ces jours-ci a déjà fait 150 morts et contaminé 10 000 personnes en Tanzanie. Le nouveau président a par ailleurs ordonné récemment la suspension des voyages à l'étranger non impératifs pour les responsables gouvernementaux.
Au Zimbabwe, le ministre des Finances, Patrick Chinamasa, a présenté le budget annuel devant le Parlement jeudi dernier. Un budget dont le revenu annuel pour l'année 2016 est estimé à 3,85 milliards de dollars. Suivez ici la réaction d'un député et du ministre de l'Industrie à la sortie du Parlement. Il y a un contournement délibéré des problèmes de corruption, de gouvernance et des problèmes fondamentaux autour de la cohérence des politiques. Il y a beaucoup de démagogie concernant les problèmes qui touchent le peuple du Zimbabwe. Il y a une annonce concernant la clarification de l'indigénisation et l'autonomisation comme ça touche au secteur non minéraux. Et cela est en soi un moyen d'attirer des investissements directs, étrangers et domestiques. Donc les investisseurs nationaux et étrangers ont besoin de politiques claires et cohérentes. Le Festival international de théâtre du Bénin FITEB a désormais un nouveau directeur. Il s'agit du conteur émérite Éric Hector Rompé. L'intéressé a officiellement été installé dans ses nouvelles fonctions ce vendredi par le ministre béninois de la Culture. Depuis le mois de juin, le processus de réforme au sein du FITEB a démarré. En voici l'un des couronnements. Nommé en Conseil des ministres du 21 novembre 2015, Éric Hector Rompé, poète, ambitionne relever de grands défis à la tête de cette direction. Sa nomination, en effet, ne doit rien au hasard. Un travail de longue haleine au sein du conseil d'administration de la dite structure a permis de dégager 3 noms. Des noms soumis au ministre de tutelle pour désignation. En mettant les 3 noms, ils ont mis les points que chacun d'entre eux a réunis. Nous nous soumettons à ce qui est fait. La politique ne va plus se mêler à certaines institutions de notre pays. Créateur polyvalent et enseignant dans les techniques d'expression écrite et orale, Éric Hector Rompé s'est construit une solide personnalité ainsi qu'une expérience d'exception au théâtre. Conteur, acteur de théâtre et de cinéma entre autres, il affiche de grandes ambitions pour le monde de la culture. Que rêvons-nous de faire du FITEB? Si Dieu continue de nous prêter vie, eh bien, je l'avais déjà subodoré, Pierrot, nous allons continuer ce qui a été bien dans le passé et contribuer à corriger ce qui doit l'être aujourd'hui pour qu'émerge une nouvelle tour FITEB. Mais surtout, nous allons dans la modestie de nos moyens, inventer, innover, en opérant quelques réformes. La mission première assignée à Éric Hector Rompé est de taille. Organiser le Festival international de théâtre du Bénin sous 8 semaines. Il a promis relever le défi et redonner au milieu du théâtre béninois son éclat le plus lumineux. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous.